Manu, un autre bel épisode. Franchement, je pense pas que j'étais prête. Moi non plus. Ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir. Ouais. Aujourd'hui, guys, on a reçu Thierry Lindor. Thierry Lindor qui a vraiment été généreux de toute son histoire, de toute sa personne, de toutes ses opinions, vraiment. Et de toutes ses émotions. De toutes ses émotions. De toutes ses émotions. Ouais. C'est vraiment un accès à l'homme qu'on a qui est beau. L'homme étant lui, là, pas l'homme avec un grand H, mais je veux dire, c'est vraiment beau de pouvoir parler avec quelqu'un comme ça qui va se permettre de parler raw de qu'est-ce qu'il ressent, de donner son opinion sur plein de sujets. Et vraiment, on a été choyés de partager cette conversation-là avec lui et qu'il nous fasse confiance pour s'ouvrir comme ça. Oui, j'espère que ça va vous inspirer. J'espère que vous allez partager l'épisode parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont besoin d'entendre le message que Thierry a partagé dans cet épisode. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. Oui, mais quand même, on va vous donner un peu de jus, là. On parle de plusieurs sujets. On parle de colorisme, on parle d'identification, on parle d'identité, de code switching. On passe vraiment par plein de sujets. Il nous parle de son enfance, plus son adolescence, le sport dans sa vie, etc. Fait que ça vous donne un melting pot là, de ce qui s'en vient. Je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin et à aller sur Patreon parce que la conversation continue sur Patreon. Vous allez voir à la fin pourquoi je dis ça. Fait que bonne écoute! On parle de charge mentale. Je suis à la maman. En fait, il faut être organisé. Les malades de ton foyer, ta famille, bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est super contents parce qu'on reçoit Thierry. Thierry, pour de vrai, ça fait des années que je me dis, un jour, je vais m'asseoir avec toi, puis on va parler de n'importe quoi. Let's go. Oui, vraiment. On y va direct? Ben oui. On y va directement. Ben, première question, une question qu'on pose à tous nos invités. Ouais. On voulait savoir, en fait, en grandissant, est-ce qu'il y a un tabou que tu aurais aimé qu'on adresse avec toi? N'importe quel sujet qui était tabou. Ouais, peut-être plus le sexe. On parlait pas beaucoup de sexe. Puis moi, j'ai été confronté quand assez jeune à des expériences sexuelles. Je pense que en tant que jeune homme noir d'ascendance africaine, mon père est haïtien. Je pense que les relations hommes-femmes, les relations sexuelles, ça aurait été quelque chose qui aurait pu m'aider très jeune. Ouais. Je pense que la sexualité n'a pas été abordée de façon humaine pour moi de mon côté. Elle a été abordée ou elle n'a pas du tout été abordée? Non, la question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé qu'on aborde dans mon noyau familial? Ça aurait été la sexualité. Mais parce que tu as dit la sexualité du niveau humain, est-ce que la sexualité du niveau mécanique avait été abordée ou rien du tout avait été abordé? Tu sais, j'avais les cours de FPS, la formation personnelle sociale. sociale. C'est n'importe quoi. J'avais une dame... avec un pénis en bois. Ouais, exactement. Ouais, avec une bite en bois. Déjà, la dame, c'était une prof qui avait été écrasée. Elle n'avait rien à voir. Ma classe, c'était une bande de voyous. On était tous des crétins. Tu sais, je me dis ça avec du recul à Lucien Pagé. Je regarde, admettons, une vieille de 64 ans en train de dérouler un condom sur un pénis en bois. Je me dis, ouais, c'est n'importe quoi. Puis après ça, tu vis des choses assez rapidement. Ouais, c'est ça. Mon meilleur ami couchait avec sa cousine. Tu sais, des affaires. Puis aujourd'hui, je réalise qu'en réalité, il se faisait violer par sa cousine. Tu sais, il y avait plein d'affaires. Honnêtement, j'ai grandi dans des situations un peu messed up. Moi, j'ai grandi dans un bon noyau familial avec des valeurs. Tu sais, bon, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Mais des bonnes valeurs, un père très sévère, grâce à Dieu. Une mère un petit peu plus progressive, libertine, je dirais, sur plusieurs façons de penser.
pas nécessairement sexuelle, je ne connais pas la vie sexuelle de ma mère, mais grâce à Dieu. Et mais ouais, c'est ça, j'aurais aimé ça, peut-être qu'on me parle plus de ça. Puis la première fois que je me rappelle, j'avais acheté des condoms, j'avais comme 11 ans, 12 ans, je me rappelle. Et déjà, j'étais super nerveux, je rentre dans le Jean Coutu. Je pensais que c'était une opération, mission impossible. Je fais semblant d'aller dans le truc de shampoing. Je n'oublierai jamais. Je prends un truc, n'importe quoi, Pantene Pro V. Et après ça, je cache une boîte à condoms. Mais là, j'essaie de sortir les condoms pour les mettre en dessous. Puis je voulais arriver à la caisse puis dire qu'en fin de compte, il y avait n'importe quoi, ma life. Puis, en fin de compte, j'achète les condoms, je mens à la caissière. J'arrive à la maison, je cache les condoms. Puis là, je veux les essayer. Est-ce qu'on a le droit d'arriver comme ça ou non? Ben ouais. OK. Là, je veux les essayer. Puis là, je me dis, attends, je vais essayer des condoms. Faut que je sois en érection. C'est ça que j'ai appris en classe. Puis là, je pense à ma prof. Là, je suis comme, moi, je suis pas capable. Puis éventuellement, je réussis à arriver là et jette le condom. Mais là, je dis, mon père, comme tout Haïtien qui se respecte, mon père, c'est un hoarder. Il hoard tout. Les Haïtiens, ils hoardent tout, ils gardent tout, ils cherchent tout. Puis mon père regardait dans les poubelles. Pourquoi? Je ne peux même pas te dire aujourd'hui pourquoi mon père regarde dans les poubelles. Mon père a vraiment été regarder dans les poubelles et a trouvé dans un papier de toilette que j'avais bien pris le temps d'enrober. Pourquoi je raconte ça? Il a trouvé le plastique d'un condom. Mais je me suis fait battre, en fait. Il m'a battu. Il m'a battu. Pourquoi t'as un condom? Puis je me rappelle avoir pleuré chaud de larmes en disant, mais quoi, tu préfères que je me protège pas? Puis ma mère avait été d'accord avec moi, mais gros drame, là. Gros drame. Bref, c'était long comme réponse, mais je pense que la sexualité... la sexualité, ça aurait été quelque chose qu'on aurait dû aborder rapidement chez moi, je pense. Ouais. T'es pas le seul. Il y a beaucoup d'invités qui... Ouais, ça revient, ça ressort. Comment on rentre en relation avec les gens, qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable. Oui, parce qu'on doit l'apprendre. Ben oui. Puis là, c'est tu l'essai-erreur. Ouais. Là, c'est le malaise avec quelqu'un ou la personne s'attendait à plus. Toi, tu essaies d'être correct ou bien la personne s'attendait à ce que tu fasses quelque chose. Pour toi, tu essaies d'être correct. Exactement. puis je sais que moi, j'ai des amis qui, quand on reparlait de nos premières expériences, ils étaient comme, oublie ça, là. Ouais. Oublie, eux autres, ils étaient dans des situations où est-ce que... Catastrophique. Ben, c'est comme... C'est sûr que le gars, il pensait que je ne l'aimais pas. J'étais toute comme, non. Mais c'est juste qu'elle était comme... Ça me faisait trop d'effet. Elle était comme... Elle a dit, maintenant, j'ai comme 30 ans et plus, puis j'y pense. Puis je me dis, je trouvais ça bon. Mais à ma façon de réagir, j'ai sûrement fait peur au gars qui était comme... OK, là, il réagit trop à ta minute. Puis là, il arrêtait. Puis il me demandait si j'étais correct. Mais si à chaque move, quelqu'un te demande, t'es-tu correct? T'es-tu correct? À un moment donné, ça tue le naturel. Le flow, il n'y a plus de flow. Puis là, c'est le... Est-ce que c'est quelque chose qu'on parle? Comment qu'on en parle à nos enfants maintenant? C'est tellement vrai, ça. Donc, le fait que... Et là, je pense que tu décrivais, si je reçois bien ce que tu déposes, l'expérience d'une jeune femme. Une jeune femme qui elle, sursautait. En réalité, c'est parce qu'elle expérimentait des sensations qu'elle n'avait jamais connues. Qu'elle n'a jamais connues. Ah ouais, trop énorme. Ça m'est arrivé, moi aussi, ça. Puis là, toi, tu vois quelqu'un qui sursaute. Tu fais wow. Excuse-moi. Exactement. Puis la fille est comme, non, ça va. Puis ben là, tu dis ça va. Puis là, tu dis, OK, es-tu vraiment consentante? Fais-tu semblant pour que moi, je sois bien? Parce que moi, quand je te regarde, tu sursautes. Fait que tu vas pas bien, là. Exactement. Ah ouais, énorme. Ouais. Bah, tu vois, sexualité. Sexualité, d'accord. La deuxième question qu'on pose à tout le monde, c'est à quel âge, à quel moment de ta vie ou à quel âge tu as réalisé que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Ouf, belle question. La première flagellation mentale que je me suis auto-attribuée, c'est, je me rappelle encore, une prof qui m'a engueulé. J'avais 6 ans, 7 ans. Je parle de santé mentale parce qu'avec du recul, ça m'a frappé, ça m'a scarifié. J'ai des séquelles. Elle m'avait dit, t'es mieux de plus jamais me dire ça, mon petit calice. Et je savais que calice, c'était pas un beau mot. D'habitude, elle utilisait le mot petit, suivi de termes généreux en amour, en affection, en joie.
C'était la première fois que j'avais été violemment agressé comme ça. Et ça m'a travaillé longtemps parce qu'après ça, ça a changé la dynamique que j'avais avec elle. Et ça a été de mal en pis par la suite. Donc, je me retrouvais souvent au bureau du principal. Tout d'un coup, j'avais une feuille de route. J'ai été exposé, selon moi, très jeune à un système qui voulait m'oppresser. Et ouais, j'ai été casé comme enfant problématique. Donc, quelque part, avec du recul, j'ai commencé à rentrer dans le système quand même assez jeune. Et ça m'a suivi parce qu'après ça, on m'a stigmatisé comme étant un enfant problématique. Donc, je pense qu'à l'âge de 7-8 ans, après cette expérience-là, j'ai commencé à avoir j'ai revisité ma santé mentale, ou qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir des questionnements ou de l'anxiété, au fait. Et avec du recul, je pense que c'était ça, c'était vraiment de l'anxiété. Elle s'appelait Pierrette. Pierrette, man. Shout-out à Pierrette. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais ça m'a marqué, Pierrette, qu'est-ce que tu m'as dit. Je suis pas un petit calice, OK? Mais non, blague à part. Ouais, non. Pierrette qui m'a traité de petit calice, puis qu'après ça, la relation puis la dynamique, je pouvais plus lui dire allô. Je lui disais bonjour, elle voulait plus me dire bonjour dans le temps. Elle voulait plus que je l'appelle par son prénom. C'était madame, je vais pas dire son nom de famille. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça, c'était la première expérience avec une scarification mentale pour moi. Ouais, je pense que ouais. Ça a généré une certaine anxiété chez toi. Puis vers qui tu t'es tourné? Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Est-ce qu'il y a... Je pouvais pas. Parce qu'en bon haïtien, mon père m'aurait donné du bâton. Donc, je pouvais pas en parler à mon père. Ça, c'est clair que non. Puis ma mère, moi, je pense que pour les jeunes, moi, je suis noir. Je m'identifie comme noir. Même si ma mère, elle est eurodescendante. Mon père est haïtien. Grandi à Chicago. Puis toujours ancré dans des belles valeurs d'ascendance africaine. Je pense qu'en tant que jeune noir, une chose qui est super importante qu'on n'a pas, c'est d'avoir des gens qu'on a peur de décevoir dans notre vie. Je pense que ça pourrait faire un gros... Puis je vais le répéter, je pense que c'est important que tout parent qui se respecte, maintenant qu'on a des enfants, parlez à vos enfants puis demandez-leur la question, est-ce que tu as quelqu'un que tu as peur de décevoir? À part toi-même. Et je pense que c'est puissant d'avoir ça en tant que jeune homme noir parce que si tu n'as pas ça très, 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 très jeune, quand tu n'as pas peur de décevoir qui que ce soit, tu es un ticking time bomb, en fait. Puis vraiment peur. Là. Et mon père, j'avais peur de lui, viscéralement. Puis ma mère, j'avais peur de la décevoir. Mais moi, je pense que pour les jeunes hommes noirs, c'est aussi d'avoir quelqu'un à l'extérieur du noyau familial que tu as peur de décevoir. Et ça, c'est puissant. À travers ta vie, après ça, ça a été mon coach de basket, ça te garde en ligne, en fait. Et ça te permet de pleurer. Parce que comme tu as peur de les décevoir, tu n'adresses pas tout avec eux et tu pleures. Et physiologiquement parlant, les larmes relâchent des hormones qui sont bonnes pour mon santé mentale. Et ça, c'est des recherches que j'ai faites sur moi-même parce que j'ai remarqué très jeune que quand je pleurais, je me sentais mieux. Et moi, ma mère, elle m'encourageait à pleurer. Donc, quand je suis devenu basketteur et que je jouais à un haut niveau, j'étais le seul qui pleurait dans mon équipe quand on perdait. Et je pleurais chaud de larmes. Et tous mes autres coéquipiers, ils pleuraient pas. Mais une autre chose que j'ai remarqué avec le recul, mes coéquipiers, leurs parents, ils venaient pas au match. La seule personne qui était au match, c'était ma petite maman blanche, en fait. Mon père n'est jamais venu me voir, à part 4 fois. Pour que je me rappelle des 4 fois, ça démontre à quel point. Et moi, j'ai joué à Lucien Pagé, à un niveau quand même assez élevé de basket. Et avec du recul, c'est traumatisant de concevoir que... C'est pas que c'est traumatisant. Mais non, vas-y, prends ton temps. D'ailleurs, on avait amené une boîte de Kleenex. N'importe quoi. Non, c'est... Non, ils l'ont enlevé, elle était là. C'est pas que c'est traumatisant, c'est que c'est décevant. C'est décevant de... C'est décevant de ne pas supporter des jeunes hommes noirs parce qu'on n'a pas le luxe du temps. C'est ça, en fait.
Puis, avec du recul, Charlotte à Charles. Charles, c'est un gros gars en passant. Charles, c'est lui qui crée tout ça. Charlotte à toi, t'es un créatif, t'es un homme noir. Et c'est ça aussi qu'on a besoin. On a besoin de support. Parce que Charles, il m'amène des mouchoirs, mais si ça se trouve, Charles, il comprend de quoi je parle. Parce que Charles, c'est un entrepreneur noir qui a une compagnie en créativité. Et c'est un athlète. Il a fait du sport. Et je prends le temps de donner un shout-out à Charles. Parce que Charles vient m'amener des mouchoirs. Puis quand tu soutiens pas un jeune homme noir, ça devient un peu comme une genre de canette de coke. Moi, c'est l'analogie que je donne. Puis là, ça va me permettre de ne pas avoir à essuyer mes larmes parce que j'aime ça raconter des analogies. Donc là, je vais être capable de me contrôler un petit peu plus émotionnellement. Charlotte à Charles. Et Charles, qui a joué au niveau de soccer, je pense que ça lui parle. C'est que c'est quand tu ne te sens pas soutenu en tant que jeune homme noir, tu sens que tu n'as pas d'outlet pour t'exprimer puis pour dire, vive ta vérité. Et une canette de coke, pourquoi je fais l'analogie, c'est que quand tu es jeune homme noir et que tu n'as pas un espace où tu peux courageusement pleurer et courageusement exprimer tes émotions, la canette de coke, quand tu la shakes, tu ne sais pas si elle a été shakée quand tu la regardes. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes noirs au Canada, à travers le monde, qui sont des canettes de coke, qui veut dire qu'ils ont été bousculés, ils ont été shakés, ils ont envie de pleurer. Mais c'est des ticking time bombs parce qu'ils n'ont jamais eu l'espace où s'exprimer émotionnellement et mentalement. Et c'est ça que ça donne. Ça donne des gens qui sont pas capables de pleurer et pas capables de relâcher des émotions qui sont nécessaires pour que physiologiquement parlant, le jour où ils explosent, parce qu'ils sont dans une relation qui, eux, pensent qui est normale, et que la personne dit quelque chose qui les trigger. La Black Queen qui lui dit un commentaire qui est normal, elle n'a rien demandé, et ben elle se prend du coke dans la face. C'est comme ça qu'on a des épidémies, je pense, dans nos communautés de fémicides qui sont souvent commis par des gens de notre propre culture. J'aime pas le terme black on black, so je vais pas utiliser ce terme-là. Mais c'est ça, c'est douloureux avec du recul, mais c'est décevant de voir qu'il y avait juste une petite madame blanche qui était là. Pas parce que les parents noirs ne voulaient pas être là, mais parce qu'ils sont tellement occupés à travailler 4-5 jobs, à combattre un système qui est contre eux, à avoir la capacité mentale puis temporelle d'aller voir leurs jeunes. Elle n'était juste pas là. Et moi, je me rappelle que j'avais honte que ma mère vienne. Je lui disais, tu me fais honte. Comme un gros con. Puis c'est ça, désolé. Puis mes potes, ils me disaient, t'es fou. C'est vrai que c'est des choses qui font une différence, tu sais. Puis moi, je me souviens, j'avais un ami, quand j'étais ado, il jouait au hockey. Puis il me disait toujours ça, le seul noir que son parent est dans les estrades, c'est un tel, c'est parce qu'il est métis puis son père il est blanc. C'est comme tu sais pas comment je me sentais, déjà on était 3 noirs dans l'équipe de hockey, que nous on repart avec notre sac de hockey, qu'on doit traîner toutes nos affaires, marcher jusqu'à la maison, puis qu'on voit lui, son père lui a payé une poutine, il tient le sac. C'est comme ça aussi qu'après ça les gars avaient dit, on a arrêté de jouer. C'est comme, on est toujours tout seul, on est toujours les enfants que, c'est lui, ses parents sont pas là, tu sais. Ça a un impact. Ça a une différence dans la vie des enfants. Et ça crée des canettes de coke parce que justement, moi, dans mon équipe de basket, je suis allé à 8 funérailles avant l'âge de 19 ans. Tu vois des hommes noirs qui sont tués, tu vois des hommes noirs qui tuent d'autres hommes noirs, tu vois des crimes de proximité. Puis à un moment donné, tu dis, s'il y avait 2 parents, 2, si quand ils sont bons dans quelque chose, on les valorisait. Puis moi, j'avais mes coéquipiers qui me disaient, t'es un fou, toi. Tu dis à ta mère que t'as honte. Nous, moi, je me suis battu, moi, dans les casiers avec mes coéquipiers. Parce que j'insultais ma mère, mais ils disaient, mais t'es fou, toi. Ta mère, elle vient voir tes matchs. Moi, je tuerais pour que mon père y vienne, que ma mère vienne.
Et ma mère, elle n'avait pas justement tout ce fardeau-là de combattre. Mon père, je lui donne la grâce aujourd'hui parce que c'est un homme noir, fier, qui travaillait, qui n'avait pas les opportunités qu'il méritait. Puis voilà, lui-même, c'était une canette de coke. Mm-hmm. Donc, il ne fallait pas trop le shaker. Je prenais des coups, puis c'est correct. Puis je l'aime, mon père, je l'adore. Je l'adore. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, j'ai des enfants. Mais moi, je m'assure qu'il n'y a aucun de mes enfants qui deviennent des canettes, quoi que ce soit. Donc, on parle, je suis là. Aujourd'hui, j'ai manqué la pratique de soccer de mon fils. C'est pour ça que tout de suite, j'ai eu une connectivité avec Charles quand il est venu. Il joue milieu de terrain, mon fils aussi. Il adore Kamavinga. C'est un milieu défensif. Et je lui dis, je t'aime, Shiloh, je suis fier de toi. Ouais. En fait, c'était là où j'allais. En fait, j'allais te dire, est-ce que tu penses que notre génération, justement, on arrive à arrêter l'épidémie de canettes de coke? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Puis qu'est-ce qu'on fait de bon? Ouais. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut arrêter de les shaker, ces canettes. Et je parle pour les jeunes hommes noirs. Imagine les jeunes femmes noires. Putain, ça doit être chaud. C'est nous ce qu'on vit. Quand je dis mon pote, il couchait avec sa cousine quand on était jeune, lui était fier de nous dire ça dans les casiers. C'est la première histoire sexuelle que moi j'ai entendue, c'était mon pote qui nous racontait comment il avait couché avec sa cousine. Nous, on était à fond, on écoutait, on disait « Waouh !» Mais tu sais, j'ai 11 ans, 12 ans, puis avec du recul, il se fait violer par sa cousine. C'est chaud. Mais parce que sa mère n'est pas là. Sa mère n'est pas là parce que sa mère travaille 3 jobs. Tu sais, elle retourne en Haïti parce qu'elle ne veut pas perdre la terre familiale. Tu sais, tout ça, maintenant, avec du recul, on comprend. Mais tu sais, moi, je me sens comme je me sens. Puis j'ai le privilège d'avoir moins de mélanine que certaines personnes sur ce plateau, d'avoir moins de mélanine dans mon corps que mon père. J'ai des privilèges de couleur, j'ai des privilèges d'être un homme. Je me dis, imagine les femmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, je pense que première des choses, il faut arrêter de shaker les canettes. Il faut essayer d'avoir aussi... Moi, je crois beaucoup au système. Moi, je ne crois pas beaucoup en l'impact de... Moi, j'ai été appelé le mot en haine 3 fois dans ma vie. Ça m'a laissé des séquelles, mais ces 3 individus qui sont racistes, à la rigueur, tu passes à autre chose. Mais une des fois que j'ai été appelé le mot en haine, les 3 fois quand j'étais très jeune, parce que j'ai été appelé par la suite plus vieux, par la police notamment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le policier qui me traite de haine. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que la prolifération ou la confortabilité de ce policier-là de dire ça devant son collègue de travail. Donc, en réalité, ce qui m'intéresse, c'est des systèmes en place pour combattre des systèmes. Donc, quand je dis qu'il faut arrêter de shaker des canettes et de créer des canettes, d'après moi, c'est de comprendre le système qui fait que ça crée des canettes. D'après moi, ça part à partir d'un truc culturel. Il faut essayer de démystifier qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui n'est pas tabou. Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux, en tant que Caribéen, en tant que Noir. Il faut qu'on soit capable de s'aimer aussi, je pense. C'est de dire, moi je dis à mes filles, je leur dis toujours chaque matin, je dis, tes cheveux sont beaux, tes yeux sont beaux. Puis je le finis pas pour eux, en fait. Je le finissais quand ils étaient plus jeunes. Charlotte, à Zara, Béatrice et à Adèle. Mais on commence chaque matin, avant qu'ils quittent. Je leur dis, tes cheveux sont, ils vont dire beaux. Tes yeux sont beaux. Ils finissent toujours, au fait. Je passe de leurs cheveux à leurs yeux, à leur nez, à leur bouche. Et je finis par leur peau. Ta peau est belle. Et après, je leur pose la question. Puis j'adorais qu'ils soient là parce que tu les entendrais. Tu dirais, non, tu fais pas ça. Je fais ça chaque matin, depuis qu'ils ont 3 ans. Après ça, je finis en disant, mais qu'est-ce qui est plus beau que toutes ces belles choses? Et elles disent, my heart, my mind and my soul. Puis je pense que c'est ça, au fait, c'est de mettre en place des systèmes qui font que si une canette se crée, elle n'est pas shakée. Parce que c'est correct une canette. Mais tant qu'elle n'explose pas au mauvais moment. C'est ça, en fait. Donc pour moi, c'est de mettre en place des systèmes où est-ce qu'on est capable de ne pas être... Moi, j'aime pas les safe space. Moi, j'aime les espaces courageux. Je pense que safe, c'est jouer en défense. Charles, il va penser que je lui fais des shout-outs à chaque 2 secondes. Mais en tant qu'athlète, c'est ça. Hein? C'est une fratrie. C'est mon frère. Je vais le nommer une couple de fois parce que moi, je reviens beaucoup sur le sport. Le sport m'a sauvé la vie. Et je pense que la meilleure défense, des fois, c'est l'offense. Et quand tu crées des espaces saufs,
tu manques une opportunité de créer des espaces courageux. Et là, moi, je me sens courageusement supporté par vous, Black Queen, je vous le dis maintenant. Vous me regardez avec amour, je le sens. J'arrête pas de renifler ça. Sorry pour l'équipe audio, mais je me sens dans un espace courageux. C'est pour ça que je suis capable de verser des chaudes larmes. Je me sens pas jugé. Je me sens écouté activement. Parce qu'écouter passivement, ça sert à rien. Donc, des systèmes en place. Puis ouais, je me sens aimé. Pour moi, c'est ça, c'est de dire qu'il faut mettre en place des systèmes pour combattre ça, justement. Donc, combattre cet effet d'explosion lorsque c'est le pire moment d'exploser, au fait. Donc, des systèmes en place pour qu'on ait des santé mentales saines, sauves et progressives aussi. Je pense que des fois, on dit « Ah oui, j'ai une santé mentale bonne. » Ouais, mais est-ce qu'elle est progressive? Puis par progressive, tu sais, comme Kamala Harris vient de perdre, Donald Trump a gagné. On pourra en parler longtemps, je ne veux pas rentrer dans les politiques, mais est-ce que tu es progressivement ouverte à penser que peut-être que Kamala n'était peut-être pas la meilleure personne pour ta communauté? Genre c'est une stupidité peut-être pour certains qui écoutent, mais ce que je veux dire, c'est que la santé mentale aussi, dans ce processus de démystifier la santé mentale, puis les tabous, c'est d'être capable aussi de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, puis que c'est pas parce que moi je crois quelque chose, que je suis en désaccord avec toi, que je te disrespecte. On doit être capable d'être en désaccord. Mais respectueux. Voilà. Puis d'être capable d'entendre la différence. C'est ça. Puis de dire que c'est ça aussi notre monde. C'est un monde rempli de différences qui peuvent cohabiter. Exact. Coexister, cohabiter. Mais tu sais, quand tu décris l'espace courageux versus le safe space, en même temps, la manière dont tu le décris, c'est aussi safe. Oui, c'est ça. Il faut que les deux soient présents, mais il faut qu'on utilise ces espaces-là où est-ce qu'on est capable d'être bien pour progresser. T'as tout compris. Puis, est-ce que tu penses que, parce que tu sais, tantôt, tu as mentionné la quantité de mélanine que tu avais dans le corps, la couleur de ta peau qui est plus claire que d'autres personnes, est-ce que tu penses que ça te permet d'ouvrir davantage de portes? Ben oui. Le nombre de caucasiens ou d'eurodescendants qui me disent « Ah, je pensais que tu étais arabe, bon Thierry. » Puis je leur dis, moi, je suis ce que tu veux tant que je peux retirer le béguet en toi, la bigoterie que tu as en toi. Puis il dit « Ben là, prends pas ça comme ça, là, c'est une joke. » Ouais, mais il y a 2 secondes, tu me dis que c'est des plans de nègres, puis tu me dis des trucs comme ça parce que tu penses que je suis arabe. Prends-moi pas pour un con non plus. Je suis pas le plus intelligent, mais je suis pas le plus dupe. Donc, moi aussi, je sais que je suis capable de naviguer des espaces de par mon privilège de dilution de la mélanine dans mon corps. Il y a des choses que je suis capable de discuter aujourd'hui dans des espaces. J'ai le luxe d'avoir co-créé quelque chose d'historique qui s'appelle FACE, la Fédération africaine-canadienne de l'économie. Ben, mes 2 cofondateurs sont plus mélanisés que moi. Moi, je suis capable de naviguer des endroits qu'eux ne peuvent pas naviguer à 100%. Je me rends dans des endroits au Parlement que, avant qu'on fasse ce mouvement-là de 265 millions pour aider les entreprises noires, qu'eux ne pouvaient pas rentrer. Surtout si je parle en français. Au Québec, quand tu maîtrises les mots, c'est des ammunitions. Hein. La langue de Molière, qui n'est pas la langue de Molière, mais la langue de Molière, c'est quand tu es capable de parler au même niveau qu'eux, avec un vocabulaire qui est quand même prononcé, intentionnel, élaboré, il faut voir à quel point la société te reconnaît et te voit comme étant ah ouais, lui, c'est peut-être un intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel, je suis allé à Lucien Pagé. J'ai un diplôme d'études secondaires, j'ai jamais fini aucun diplôme à part le plus récent que j'ai fait à 40 ans, donc je suis pas un intello. Je suis quelqu'un de passionné, mon père est écrivain, mon père a été en Haïti, a étudié sur le système français, aurait pu faire partie des brain drainage haïtiens qui ont enseigné aux légendes de la Révolution tranquille québécoise qui avaient besoin d'un télo pour construire le Québec. Mais mon père a décidé écrire des livres, m'enseigner l'amour du livre, l'amour de la voyelle et du vocabulaire. Donc pour moi, des luxes, j'en ai eu, en commençant par des luxes de présomption de qui j'étais. Cette présomption-là, elle partait par le fait que lui, c'est un arabe. Ah, les arabes, ça va, sont connus, sont acceptés. Non, je suis haïtien. Ah bon, mais pourquoi tu parles comme ça? Que t'en as à foutre, comment je parle?
Qu'est-ce que ça te regarde, comment je parle? Comment je devrais parler? Ça parle comment un Haïtien? Moi, j'aime ça, les brusquer. Et puis quand je dis les gens qui ont l'audace de ne pas croire en la promesse de gens noirs. Parce qu'ils existent. Et ces gens-là, ils ont beaucoup de pouvoir. Moi, le raciste en soi, qui est raciste, qui dit le mot en haine, je m'en fous. Encore une fois, c'est les systèmes qui démantèlent tout ça. C'est tout. C'est des dynamiques de pouvoir. T'es noir, t'es blanc, c'est tout ancré dans du pouvoir. La santé mentale. Comment est-ce que la santé mentale aujourd'hui n'est pas scolastiquement parlant étudiée assez pour nous les Noirs? Comment on n'a pas assez d'espace courageux? C'est à cause de ça. C'est à cause du définancement et du désinvestissement d'études sur le sujet. C'est grâce à vous, Two Queens, qui se disent nous on va en parler. Nous on va donner un espace où on peut discuter de ça. C'est pour ça que j'adore, moi. Moi, dès que j'ai le temps, s'il y a un podcast black qui m'invite, j'y vais. Rien à foutre. J'ai fait Black Girls from Laval quand ils étaient du tout d'amour et de... Moi, je m'en fous, je les fais tous. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est des espaces courageux, avec des gens qui ont le courage. Vous dépensez votre propre thune, votre propre temps, votre propre argent pour créer des médias qui vont peut-être payer dans 5, 6, 7, peut-être 10 ans. Mais si vous avez le courage de le faire, je suis qui, moi, pour pas venir puis discuter? Je prendrai un café avec vous. Vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes empathique. Je prendrai un café, un souper avec vous n'importe quand. Mais pourquoi pas prendre un souper enregistré avec des micros? C'est ça qu'on est en train de faire là. Donc, puis ça prend un épisode qui pop, puis après ça, votre vie, elle change, puis vous allez changer encore plus de vie. C'est tout. Donc moi, si je peux faire partie de cette aventure-là, je l'ai faite pour Kéké dans le temps qu'il a regardé. Je regarde Kéké aujourd'hui, Kevin Calix, shout-out à lui. Je suis fier, quoi. Je me dis, waouh. Moi, je me rappelle quand il faisait ça dans son appart au début. J'avais pas le temps. Kevin Calix, c'est le cousin de Thierry Calix, qui est un jeune homme noir avec qui moi j'ai joué, qui s'est fait assassiner, qui a pris des balles dans la tête, qui a dû avoir un cercueil fermé. Donc, quand je parle de santé mentale, puis avant l'âge de 19 ans d'avoir été à des enterrements, Kevin Calix est indirectement relié à cette histoire-là. Ça ne fait pas de lui son identité, mais je pense que c'est une belle preuve de qu'est-ce que quelqu'un peut faire lorsqu'il s'en bat les reins de l'opinion d'autrui et qui vit sa vérité et qui produit quelque chose à petite échelle qui aujourd'hui est rendu quelque chose que tout le monde veut émuler à travers le Canada, pas juste le Québec. Donc, shout-out à lui. Et moi, je vous le souhaite. Et moi, je sens que vous allez y arriver. Parce que juste comment vous m'écoutez parler pendant que je bats ma jolle, puis que j'ouvre ma grande gueule, je me sens aimé, là. C'est phénoménal. Et ça, c'est un super pouvoir que vous avez. Shout-out à vous. Mais c'est facile. C'est facile parce que c'est facile d'écouter des gens. Ben oui, mais en même temps, c'est tellement intéressant. Puis ton contenu, puis tous les contenus, tout le monde a quelque chose à dire de pertinent. C'est ça, bien dit. Mais c'est tellement... Je trouve que c'est tellement important de donner de la place aux gens pour qu'ils puissent exprimer leur vérité. Parce que ta vérité peut rejoindre la vérité de 6 personnes différentes avec ce que tu as dit. Voilà. Puis se voir, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup... Même ma fille, j'ai une fille qui a 7 ans, puis elle commence à regarder des émissions sur Netflix, puis l'émission qu'elle écoute dernièrement, c'est une petite fille, puis elle est noire. Puis elle est comme, moi, je vais être comme elle, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, moi, j'avais pas la petite fille noire. Raven, j'ai eu, tard. Mais c'était, oui, une magicienne, let's go. Mais... Turn up! mais c'est cette représentation-là aussi d'avoir quelqu'un qui s'identifie comme noir, puis qui dit, moi, je suis un noir, je suis un homme, je pleure à chaudes larmes. Puis il y a des gens chez eux qui se cachent, puis qui se disent, oh, moi, je suis peut-être une moumoute parce que j'ai pleuré. Puis que là, ils vont t'entendre, puis ils vont faire comme, oh, il a dit qu'il a fait des études, puis scientifiquement, oui. Tu sais, il l'a dit, là, un pep, puis c'était bien normal. Puis c'est ça aussi, il y a des choses qu'il faut normaliser. C'est ça. Moi, en t'écoutant, il y a quelque chose une question que j'ai, parce que c'est la première fois que je réalise que ça m'arrive. Vous venez de parents métissés, hein? Toi, moi, je suis métissée. Elle est métissée. Ouais. Okay? On est 3 personnes qui sont considérées claires de peau, on est d'accord? On est noirs. Moi, je viens de 2 parents, de parents haïtiens, c'est juste que ma mère, elle est plus claire. Est-ce que vous pensez que vous et moi, il y a une différence au niveau des privilèges qu'on peut avoir? Bien, il y a une différence au niveau de la couleur de peau, c'est sûr, mais juste en pensant au nom. Tu sais, moi, quand j'arrive, Jennifer Burnham,
les gens voient le nom, ils savent pas. Toi, quand ils voient Théodore, peut-être que déjà, ils se disent, ah, elle doit venir d'ailleurs. Tu sais, il y a ça aussi. Non, pas tant. Moi, je Rigaud, Théodore, comme la ville de Rigaud, puis Théodore, le jour de Mais il y a des amis, tu sais, parce que j'ai une... Ça passe, quand même. Ça passe. Quand même. Sur Toi, papier. t'es adopté ou t'es... C'est ça. Ils savent pas. Mais il y a des gens, tu sais, moi, j'ai une amie métissée, son nom de famille, c'est Thibault. Fait qu'elle, elle envoie des CV partout, Ça puis elle passe n'en a pas de partout. problème. Tu sais, ça Ouais. passe partout. Mais tu vas avoir des gens qui vont envoyer leur CV, puis ils vont avoir un nom, je sais pas, moi, Dieudonné Jean-Baptiste ou quelque chose. Déjà, là, ils vont le tasser, peu importe la couleur de peau. Ah, Fait il n'a qu'il y a rien de bon, différents... Il n'y a rien de bon. Non, mais il y a Ah. différents niveaux à ça. Il y a le niveau du nom qui vient avoir un Ouais. impact. Très bon point. Après ça, il y a le niveau de la couleur de peau. L'accent, quand tu vas parler à la Absolument. personne, si tu arrives et que tu as un gros accent, que ça paraît que le français québécois, c'est pas ta première langue, puis que tu comprends pas quand les gens te parlent, puis que tu demandes de répéter, ça va avoir un impact. Fait que oui, il y a la couleur de peau, mais il y a tout ça aussi. Puis je pense que une personne qui va nous regarder, mettons, on arrive les deux différemment, on parle pas, puis qui vont voir la différence de couleur de notre peau, peut-être qu'ils vont dire on va aller avec elle, elle est plus blanche. 100%. Puis tes cheveux sont plus soirs, quand même. Tu sais, moi, j'ai des dreads. La coiffure, Les mais la cheveux sont coiffure soirs, aussi. Queen. Comment t'as les cheveux soirs aussi? Mais oui, clairement. mais je veux dire ça ce aussi, que je des veux choses dire, qui peuvent avoir un impact. c'est un des éléments. C'était pour dire que les cheveux, je sais que c'est un des éléments. Mais tu vois comment on parle de nous-mêmes? Parce que, oui, mais je parle pas comme ça pour moi, pour de vrai. Moi, je sais Non, non, je sais, Oui, mais des mais fois, on s'en rend même pas compte. Oui, T'as vraiment. dit tes cheveux sont plus soies que les miens. Oui, Non, mais je sais. tu vois, Oui. c'est pas un reproche. Mais je sais, mais le choix du mot, Je oui. remarque, oui. Puis mais le choix du mot aussi vient avec ce qu'on disait quand tu étais plus jeune. Par exemple, Voilà. avoir un cheveu soie, c'est quelque chose qui est fantastique, qui est soyeux, qui est beau et tout. Exactement. Toi, tu as un cheveu graine, tu as un cheveu nanana. T'as vu? Et ça vient avec toute une identité de dire c'est Très moins bon beau, c'est moins propre, c'est moins soigné, Ça. c'est difficile à gérer, Gérer. c'est comme un noir. Tu vois, moi, c'est là que je m'arrête. Moi, je dis que cette idée coloniale de croire que la proximité à la blancheur égale Mais non. Ouais. beauté, sécurité, parce que c'est ça qu'on décrit. C'est ça qu'on décrit. C'est ça qu'on 100%. décrit. 100%. Quand Jennifer dit, et tu fais un beau dépôt, là, un gros dépôt, tu dis, j'ai un privilège de nom. Quand la personne voit Dieudonné Jean-Baptiste, elle dit, ah, 2 prénoms, un qui est bizarre, Pas sûr. c'est pas sécuritaire. Mm. C'est ça qu'elle se dit. Oh. Ouais. Elle se dit, c'est pas sécuritaire pour qui? Ah, ben moi, je suis en ressources humaines. Je veux gagner en prestige au sein de la compagnie. Je suis jugé sur quoi? C'est quoi mes KPI? Key Performance Indicator. Ben, c'est comment je recrute. Quand je recrute, on me juge sur quoi réellement? Est-ce qu'on me juge sur la performance? Parce que Dieudonné Jean-Baptiste, ça se peut qu'il performe. Non. On me juge sur, hey, est-ce qu'il va rentrer dans le bureau puis il va être bizarre? Est-ce que ça va être un Black Woman Syndrome, angry all the time? Est-ce que ça va être bizarre dans les parties de Noël? Ah non, je veux pas ça. OK. Ben, je vais aller pour Gédéon Théodore d'abord. Je vais aller pour Yannick Tremblay. Ah, Thierry Lindor. Ouais. Non, ça, Il c'est doit bon. être blanc, lui. Ça marche. ça. Mm. C'est ça que ça fait. Donc, c'est une proximité, la proximité à la sécurité. Et ça se transige même dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on dit entre Haïtiens, tu peux pas faire confiance à un Haïtien. Ouais. Tu vois? Mm. Le mec, il a son garage depuis 30 ans, mais tu préfères aller au garage italien. C'est une proximité à la sécurité. Tu te dis, bah, ben, l'Italien va te niquer comme le Haïtien va te niquer. Comme il faut. Voilà. Mais l'Italien va te mettre du gel. Tu vois? Il va te mettre du gel. Il va te niquer. Il va te mettre du gel. Il va te dire, ah oui, Il va te faire croire. Il va te dire un mot en créole. Il va te dire, moi, je mange du griot. Il va te niquer quand même. En fait, c'est pas le blanc ou le noir. C'est qu'il y a des mécaniciens qui vont te niquer, point. Il y en a juste qui vont y aller avec des préliminaires ou sans préliminaires. Mais tu vas te faire niquer. Donc, en attendant, cette idée coloniale de penser que la proximité à la blancheur égale sécurité, sauvegarde, confort, c'est aussi même dans les couples. La personne qui regarde dit « Ah ouais, moi, je veux pas un noir. » C'est quoi qu'elle veut? « Ah, je veux un enfant avec la peau pâle. » C'est sécurité encore. C'est sécuritaire d'avoir un enfant métissé. Ben oui, je vais avoir un enfant avec la peau pâle. Je vais avoir un enfant avec les cheveux soie. C'est quoi? C'est sécuritaire, les cheveux soie. Pourquoi? Parce que c'est caméléon. Donc, c'est ce rapprochement à la blancheur qui est colonial en soi, qui est ancré dans nous. On s'en rend même pas compte la plupart du temps. Et moi, c'est ce que j'aime démystifier, au fait.
C'est de dire que ce rapprochement à la blancheur-là, au fait, c'est de la foutaise et que c'est... on n'aura pas ce temps. Là c'est mon tour. Là. Attends, c'est mon tour. Tantôt, c'était toi. Mais tu vois ce que tu dis, je pense que c'est vrai aussi, puis c'est tellement incrusté, puis je pense que, tu sais, comment tu le décris, tu as l'énergie de le débattre. Moi, j'ai 3 filles, et 3 filles ont des types de cheveux différents. La dernière, les cheveux de ma mère. Donc, ma mère qui était québécoise, qui avait des cheveux épais, un peu frisés. La dernière, elle a les cheveux de ma mère. OK. La quantité de fois quand on la voit, qu'à côté de c'est ça, oh mon Dieu, mais elle a donc bien des beaux cheveux, comme si les 2 autres à côté, c'était pas ça. Ouais. Mais moi, tu vois, j'ai pas la force à chaque fois de faire comme... C'est ton épuisant. commentaire c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est ça le terme. Ouais. Puis, j'ai perdu mon idée, c'est pas vrai. Mais ton idée est bonne, parce que là, ça m'amène vers quelque chose d'autre. C'est au niveau de c'est épuisant, mais c'est plus dans le... Ce que toi, comment tu le décris? Tu le décris vraiment là, comme si la personne était en pleine conscience. Les gens, des fois, ils sont même pas conscients. Des fois, là, ils regardent les deux, puis ils sont comme... Bon, on peut passer 4 personnes en entrevue, j'en ai 12. On pige au hasard, c'était pas du hasard. Tu as lu les noms de chaque personne. Puis, il y en a qui ont mis leurs photos. Fait que... Puis quand ils viennent à la rencontre, tu sais, la première étape, c'est le nom. Ouais. Deuxième étape, tu rencontres la personne. Ah, allô, Thierry Lindor. Troisième étape, c'est que tu l'entends parler. Tu dis, en fin de compte, Thierry a l'air caméléon. Il va peut-être rentrer, il va peut-être fitter dans la compagnie. Ça va marcher. Mais c'est pour ça que moi, quand j'entends déjà les gens pointer des hommes blancs, surtout dans les carrières ou dans le Inc., le Québec Inc., 85% des jobs en HR sont occupés par des femmes blanches. Oui, 80% des CEO sont blancs. Desjardins de ce monde, ainsi de suite. Tu penses vraiment que le gars de Desjardins, la tête de Desjardins, il embauche des gens? Moi, ce que je dis qu'on doit aussi revisiter, c'est de dire quel est le rôle de la femme blanche dans cet écartement volontaire de personnes noires dans des positions de pouvoir dans le Québec Inc. Parce que souvent, j'entends ça, je dis, faut plus de représentativité sur le conseil d'administration. C'est vrai. Il faut plus de CEO, de chefs d'entreprise, de PDG. C'est vrai. Mais si 85% sont des femmes blanches en HR, on devrait peut-être avoir une conversation avec nos femmes blanches, nos amies femmes blanches. C'est peut-être eux qui devraient avoir plus d'amis mélanisés. C'est peut-être eux qui devraient avoir moins d'opinions mélanisées sur les gens, sur la proximité de la blancheur. Je pense que des fois, on oublie ça. Et moi, où est-ce que je vais en venir? Parce que c'est un long segue. C'est aussi là-dedans. J'avais eu cette conversation avec les Black Girls from Laval. C'est pour ça que pour moi, des fois, quand j'entends des femmes noires dire « je suis femme avant d'être noire », je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'aimerais ça vous poser la question. Est-ce que vous vous sentez femme d'abord ou noire d'abord? Et je pose la question pourquoi? Parce que je pense que des fois, dans cette féminité-là, une des choses aussi qui peut heurter la communauté noire, si je peux utiliser ce terme-là, c'est le fait que dans cette proximité à la féminité, avant cette proximité à qui vous êtes lorsque vous vous présentez dehors, elle est noire, femme, au lieu de elle, c'est une femme noire. Je pense que des fois aussi, ce combat-là, vous en vivez assez de combats, mais ce combat-là avec la femme blanche, qui n'est non seulement pas un allié, mais qui profite de cette vague de diversité pour détourner aussi beaucoup de systèmes, détourner aussi beaucoup d'influences et détourner aussi beaucoup de fonds. Il y a énormément de fonds publics qui sont alloués à la santé mentale, qui sont alloués à la diversité et l'inclusion. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça va souvent aux femmes blanches. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas non plus, je sais que c'est un long segue, là, mais j'aime pas me faire grouper dans cette diversité-là. Quand on me dit « Ah, Thierry, tu fais partie de la diversité », pour moi, les personnes d'ascendance africaine sont vraiment aussi uniques que les Autochtones, aussi uniques que la communauté juive, aussi uniques que la communauté asiatique. Quand on se fait grouper dans cette vague de diversité-là, on va nous hijacker ça souvent par « Ah ben oui, on a donné à la diversité. Combien? » Ben 80% cette année du budget est allé à la diversité. Puis quand tu regardes les 80%, ben tu vois qu'effectivement 90% des fonds sont allés à des femmes. Puis ont coché la case diversité. Puis quand tu regardes dans les groupes, même regroupements de femmes d'affaires au Québec, ben, tu regardes qu'il y a 2 femmes noires par meeting. Quand tu regardes, tu comprends ce que je veux dire? Je suis présentement la seule d'une cohorte, puis je sais que c'est pas volontaire parce que, dans le sens,
au niveau, je sais qu'on est dans tout plein de systèmes, puis pour le vivre Tu le vis là. Là, je le vis là, puis il y a personne qui m'envoie aucun ressenti de quoi que ce soit. T'as vu? Mais c'était vraiment... Et j'ai pas non plus senti qu'il nous en fallait une petite noire. J'ai pas senti ça. Donc, t'as pas senti une tokenisation nécessairement? Non. OK. Mais je suis quand même tout seul sur 18. C'est chaud. Pendant 1 an et demi à faire une formation. C'est chaud. Puis ça, c'est... J'y vais, puis je suis comme... Je deviens une nouvelle représentation de ce que c'est être noir au Québec. Puis là, Puis moi, naturellement, mon accent, il va fluctuer avec qui je parle. Je réfléchis pas. We all do it. Ouais, puis je le sais que si je m'en vais en entrevue, je rentre dans la salle, tout le monde autour de la salle est bien caucasien. Ah ouais, moi, je suis assez content d'être ici aujourd'hui, là. Exact. Hey, normal. Non, mais ça me fait plaisir. Puis ça me fait vraiment plaisir, là. Exactement. En tout cas, Jack, Joe, tu sais, puis... mais c'est pas... Est-ce que tu trouves ça taxant de devoir changer comme ça? Avant, je le trouvais pas taxant parce que j'ai compris que ça payait. Ben oui. Il y a un coût-bénéfice. Puis au niveau du coût, je pense que je pourrais être actrice. Je peux rentrer dans le personnage. J'y vais. Tu veux que je pleure sur demande, je vais pleurer. Je suis capable. Bon. Ce qui fait que je ne trouvais pas que c'était trop taxant, mais à un moment donné, j'ai cherché mon authenticité. Là, j'ai dit, là, quand je suis avec eux, je suis comme ça. Quand je suis avec eux, je suis comme... Mais c'est... La vraie moi, c'est quoi? Hey. Et c'est là... Gros moment, ça. Et c'est là que tu te dis, mais la vraie moi, oui, je peux m'adapter aux gens. C'est correct. Puis je veux créer ce sentiment de sécurité, de confort. Je veux que les gens soient à l'aise puis qu'ils ne sentent pas qu'il y a des barrières à surmonter pour qu'on ait une vraie conversation, ouais. etc. De formation, je suis psychoéducatrice, puis mon travail, pour moi, c'est d'aller accompagner les gens dans où est-ce qu'ils n'ont pas habituellement. Où est-ce qu'eux sont? Eux sont, mais où est-ce qu'eux, des fois, ils ne veulent pas aller là-dedans parce que c'est demandant. Fait que moi, tu peux pas faire comme « Oh, comprends-tu ce que je veux dire quand je dis ça? » Donc, je comprends toutes tes expressions. Je suis née au Québec, ça va. Mon premier réflexe, c'est de trouver 2 à 5 choses en commun avec n'importe qui sans faire d'effort. Fait que là, pour moi, c'était pas taxant, mais dernièrement, je me suis rendu compte que ben, des fois, ça me tente pas. Exactement. Ça me tente pas, là. Puis, je suis pas la personne qui dit le plus de slang ou qui... Tu sais, je parle créole avec ma mère, puis tout ça, mais des fois, ça me tente juste de parler comme ça. C'est correct. Puis ça va. Puis je suis pas obligée. Mais d'un autre côté, je le sais qu'il faut que je maintienne un niveau de lien avec les gens autour de moi pour pas me sentir exclue parce que visuellement, j'ai déjà de l'air d'être exclue. Voilà. Visuellement. Mais en même temps, c'est un signe... Tu es capable de t'adapter. C'est un signe... L'adaptabilité, c'est nécessaire. C'est important, c'est nécessaire. Puis, tu sais, comme tu dis, oui, des fois, c'est épuisant parce que ça ne te tente pas. Mais en même temps, ces personnes-là avec qui tu vas faire ta cohorte, peut-être qu'au début, tu le fais plus, puis qu'à un moment donné aussi, tu n'auras plus nécessairement ce besoin-là. Hopefully. Oui. Parce que hopefully, moi, je me dis, quand tu code switch, tu l'utilises pour défoncer des portes qui n'étaient pas ouvertes. Ouais. Mais une fois que tu es de l'autre côté de la porte, tranquillement, il faut que tu te rattrapes aussi pour faire comme, tu vois, je suis capable de m'adapter à toi. Puis quand tu as aimé qui j'étais quand j'étais adaptée, ben, à ton langage et tout, tu te rends compte qu'après, quand je suis moi-même, tu es aussi capable de m'accepter. Et regarde, j'ai des amis qui eux aussi peuvent venir avec moi. Moi, je pense que c'est ça la force du code switching. Je pense que c'est important d'être capable de code switch, mais il ne faut pas que ça switch tes codes à toi. C'est ça qui est... Ouais. De switcher de code pour avoir des avancées, défoncer des barrières, moi, je suis partant. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que le code switching doit être ponctuel et stratégique. C'est ça. Le problème, c'est quand il est pérenne. Tu peux pas faire ça. Parce que là, tu te perds. Là, tu te perds, pardon. Pas tu te perds, tu te perds. Parce que c'est plus du code switching, c'est le code. Tu as tellement code switch que maintenant, le switch, c'est toi. Ouais. Et ça, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vu. Et là, ce n'est plus... J'ouvre la porte, je la ferme. Ouais. Puis, et ça, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. Il rentre 1 sur 18, et après ça, c'est « Ah non, faut pas qu'il y en ait une autre. Ouais. Ça, c'est chaud. Ouais. Donc ça, c'est la différence, selon moi, entre un code switching qui est ponctuel, stratégique, et un code switching qui est pérenne. Ouais. Et malheureusement, pour des raisons, encore une fois, d'avancée économique, tu sais, la personne noire a tellement été oppressée, selon moi, qu'on a la capacité d'internaliser notre propre haine qu'on a envers nous, et qu'on ne déconstruit pas malheureusement. Et dans ce procédé-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va code switcher.
On ne se rend pas que notre code ADN est en train de changer. Ouais. On n'est plus collectif, on devient individuel. Donc, au lieu d'ouvrir la porte quand tu as déposé Queen et de dire « venez », il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi-même. On la ferme. Et par la suite, on croit sincèrement que ces gens-là, et c'est pas ces gens-là le problème, que ce système-là va vraiment nous permettre 1 sur 18 de le changer. Ouais. Et c'est ça l'erreur. Ça, c'est Et il y en a qui ne le font même pas pour changer. Ils sacrifient de la richesse générationnelle commune, collective, pour une richesse familiale individuelle. Individuel, personnel. Et il n'y a pas de pérennité du tout pour la communauté là-dedans. Et ça, je l'ai vu plein de fois. C'est des vampires, ces gens-là, dans notre communauté. C'est du vampirisme, qu'est-ce qu'ils font? En fait, C'est je veux de la richesse familiale pour mon écosystème. Ouais, et là, ils vont aller sur les médias sociaux dire Black Excellence, Gala 10, Gala date, ça fait des sourires, ça prend des selfies, ça prend des photos. C'est à la caisse de dépôt ou c'est à PVM. Et ça pense vraiment que c'est en train de bouger la donne. Et ça parle de richesse générationnelle. Mais non, mon pote, ça, c'est pas de la richesse générationnelle. C'est direct. Ça, c'est pour ton écosystème direct à toi dans tes poches, et pas l'écosystème. Tandis que si tu veux de la richesse générationnelle, tu dois être capable d'admettre que, parfait, je vais faire 150 000, mais si on est 18 à faire 150 000, c'est plus fort que si tu es une personne sur 18 à faire 1 million. Ouais. Parce que ton million, dans 2 générations, c'est 50 ans. Ça te prend 2 crackheads comme enfant, 2, puis c'est réglé. 2 canettes de coke, puis tu n'en as plus de generational wealth. Yeah. Puis je peux t'en nommer plein, moi. Plein. En tant qu'entrepreneur, je peux te nommer plein d'entrepreneurs. Que le père était en immobilier, faisait des millions. Fortune. Fini. En 2 gens. Je peux te nommer des gens qui avaient 12 permis de taxi. Pré-Uber. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Zéro. Rien. C'est facile de liquider. Construire, c'est tough. Liquider, c'est facile. C'est vraiment... Non, il faut répondre à la question. Vas-y. Il y a la question. C'est la fin de non, notre ça épisode. peut pas être la fin de l'épisode. Ouais, c'est pour ça que je sais, t'allais dire non, parce qu'il a désolé. posé une question. Il a posé une question, puis je pense que cette question-là, elle mérite d'être... J'ai pleuré pendant 10 minutes comme une masse. J'ai gâté votre truc, moi. Non, c'est parfait. Ben non, il n'y a pas parfait. d'erreur ici. Non. C'est ça qui se passe. Non, ici, c'est un endroit où il n'y a pas d'erreur. Femme ou noir avant? Moi, j'aimerais ça entendre cette réponse. Ben oui, mais on a tellement parlé, on n'a pas répondu. Moi, j'ai quelque chose pour toi. On va y répondre sur Patreon. Ça va être notre première question. Sur Patreon. Allez vous abonner, guys, sur Pay Patreon. them, give them money. Bon, moi, je vais prendre un Patreon. Prenez-le, là. Vous allez sur OnlyFans, prenez des Patreons. Prenez un Patreon, là. Arrêtez de niaiser les gens. Alors, Thierry, si les gens veulent te trouver, sur quel réseau ils peuvent aller te chercher? Où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, je suis sur tous les réseaux. J'ai été banni pour dire ce que je pensais sur Meta. Banni. Je suis pas banni, mais ils m'ont shadow ban. Je savais même pas que c'était un truc. Je pensais que c'était fake. Je peux plus faire de live sur Facebook et Instagram, mais je suis sur Instagram, Facebook et vraiment partout. LinkedIn, Twitter, je suis facile à trouver. Je vais juste déposer une petite chose. Avant que les caméras meurent, puis Charles il vienne, il dit il n'y a plus de caméra, plus de batterie. Je voudrais juste dire pourquoi je parle des jeunes hommes noirs, c'est que j'en suis un. Et je pense que la clé de la succès communautaire pour nous, c'est les femmes noires. Et qu'on est toutes les hommes noirs, on a une chose en commun, on est sortis d'une femme, souvent d'une femme noire. On a été élevé par une femme noire et un jeune homme noir, contrairement aux jeunes femmes noires, parce que vous êtes plus éduqués que nous, vous commencez plus de business que nous, vous êtes plus empathiques que nous, vous avez tellement de talents biologiques et physiologiques que nous n'avons pas. C'est important d'équiper des jeunes hommes noirs parce que si on croit que la famille noire, c'est là que tout commence, il faut qu'on ait des jeunes hommes noirs qui sont équipés pour ne pas cramer leur société et leur communauté, mais la construire. Et un jeune homme noir, ça va faire 2 choses. Je vous le dis. Ça va soit construire sa communauté ou ça va la cramer. Les 2 commencent par C, mais c'est différent. Et si ça ne la construit pas, puis ça dit non, moi je fais rien, ben ça la crame. Et j'inviterai toute votre audience à prendre ça en considération. Que des jeunes hommes noirs, ça a besoin, de gens qui ont peur de décevoir à l'extérieur du noyau familial. 2, ça a besoin d'être encouragé à vivre leurs émotions et à les exprimer de façon
courageuses. Et 3, à comprendre leur rôle en tant qu'homme dans une société qui est en train de vraiment naviguer cette masculinité de façon un peu, selon moi, un petit peu trop créative. Mais ça prend des jeunes hommes noirs forts qui peuvent déjà soutenir leur mère, qui vivent, qu'est-ce qu'ils vivent de façon quotidienne, et par la suite potentiellement soutenir leur partenaire de vie de façon adéquate. Et je pense que si on ne fait pas ça et on ne travaille pas sur ça, ben on va avoir des quartiers puis des communautés qui vont brûler au lieu d'avoir des quartiers et des communautés qui vont se construire. Et ça va commencer avec des jeunes hommes noirs qui vont vendre des trucs qui détruisent, incluant des jeunes femmes noires. Ils vont vendre des jeunes femmes noires, vendre des paraphernalias, vendre des armes, vendre des trucs qui vont... Mais le jeune homme noir aussi a la capacité de construire. Et je pense de façon très humble que j'en suis une preuve vivante. Qu'un jeune homme noir, ça peut aussi construire sa communauté et non la cramer. Donc, je voulais juste dire ça. Je sais que c'était la fin. Désolé. Je voulais juste rajouter ça. Et on peut me trouver partout. Puis moi, je vais prendre un paid version du Patreon parce que je veux entendre la réponse. Vous faites la même chose. Alors, pour tous les auditeurs, toutes les plateformes, vous allez nous trouver Afrodescendants, le podcast, et on vous attend sur Patreon. Let's go, abonnez-vous. Hello, gang, gang.